Bien. Donc pour cette première table ronde, nous allons discuter du bilan, en gros, de la procédure de clémence au cours de ces 10 dernières années. Et jusqu'à présent, vous le savez probablement tous, il y a eu 7 décisions de clémence publiées. C'est-à-dire qu'il y a eu environ une clémence par an depuis 2006 en France. Alors ce n'est pas énorme. J'ai regardé juste pour introduire un peu la nature des demandeurs de clémence en France. Alors, ce qui est frappant, c'est que pour les clémences de type 1, c'est-à-dire immunité totale, les 2/3 des demandeurs sont des groupes étrangers ou internationaux. Et seulement 2 sociétés françaises, qui sont plutôt des PME, ont demandé la clémence de rang 1, c'est-à-dire ont révélé le cartel. Même constat sur le type 2, c'est-à-dire la clémence demandée après la découverte du cartel. Là, il y a 5 groupes étrangers qui ont demandé à bénéficier de la réduction d'amende, contre un groupe français, le groupe Descours et Cabot dans l'affaire de l'acier. Alors, si on regarde au niveau européen, c'est aussi assez intéressant parce que sur les 80 affaires de clémence européennes, il y en a à peu près 60 qui ont commencé par une demande d'immunité de type 1, immunité à 100%. Et sur ces 60, si vous regardez les demandeurs de clémence à Bruxelles, il n'y a qu'une seule société française que vous connaissez probablement, c'est Aventis, c'est-à-dire ex-Rhône-Poulenc, qui a demandé la clémence. D'ailleurs, il y a pas mal de temps, puisque c'était en 1999, comme certains d'entre vous le savent. Alors là aussi, il y a assez peu de présence française. Si on regarde les demandeurs de clémence devant la commission en rang 2, type 2, c'est-à-dire après découverte du cartel, là, il y a aussi une participation très minoritaire des groupes français, mais il y a des groupes français comme Usinor, Vallourec, Aventis, Air France, Arkema, et plus récemment, la Société Générale, groupes français qui viennent à la clémence après la découverte du cartel, et souvent un peu tardivement. Alors, pour lancer le débat, je demanderai au panel, à tous les membres du panel, est-ce qu'il y a une exception française ? On sait que la clémence a beaucoup de succès, par exemple en Allemagne. Est-ce qu'il y a une exception française ? Est-ce qu'on peut expliquer cette exception française ? Est-ce qu'il y a une réticence des sociétés, des groupes français de recourir à la clémence qui ne serait pas partagée par les groupes étrangers ? Alors que, objectivement, rationnellement, et on le verra, il y a quand même beaucoup d'arguments qui plaident en faveur de cette procédure. Alors, est-ce qu'il faudra peut-être opposer subjectivité et rationalité ? Ça sera un petit peu, je pense, certains sujets qui seront abordés par le panel. Alors, le panel a été présenté. Donc, Joëlle Simon, directrice juridique du MEDEF, va un peu parler de l'attitude des entreprises. Je crois que Joël a parlé avec un certain nombre d'entreprises, de groupes, et nous expliquera un peu quelle est l'attente, l'attitude des entreprises françaises envers cette procédure. Michel Debroux, alors on ne doit pas sortir, non ? C'est l'alerte rouge. Et qu'on prononce votre nom, Joël. Michel Debroux donnera une approche juridique et essaiera de peser les avantages et les inconvénients de cette procédure pour les entreprises. David sera notre économiste et va nous dire peut-être quels sont les aspects économiques de cette décision d'avoir recours à la clémence, l'aspect coût-bénéfice. Il nous décrira aussi le rôle des économistes dans des procédures de clémence. Et enfin, Éric Cuzia, rapporteur général adjoint de l'autorité, qui a eu à connaître d'un certain nombre, mais important, des dossiers importants de procédures de clémence. Je pense que vous
placerai peut-être sur la procédure, c'est-à-dire après la décision de l'entreprise d'avoir recours à la clémence. Et il y a évidemment beaucoup de points qui sont encore, qui ont été décidés, qui sont importants et qui restent à décider. Voilà. Alors, je vais peut-être passer tout de suite la parole à Jean-Clément. Merci, merci Olivier. Bonjour à tous. Merci à l'autorité de la concurrence de nous associer à ce débat. C'est un sujet qui nous intéresse. Je dirais qu'il me laisse sans voix, mais je ne suis pas sûre que vous me croirez. Mais le MEDEF, c'est 800 000 entreprises, des grandes, des moyennes, des petites, des très petites, dans tous les secteurs d'activité, l'industrie, le commerce, la distribution, des sociétés cotées, des sociétés qui ne sont pas cotées. Et bien sûr, parmi ces 800 000, il y a à la fois des contrevenants et des victimes potentielles de ces ententes. Donc on s'efforce, en tant que MEDEF, d'avoir toujours une position équilibrée, même si certains présidents dans le passé du Conseil de la concurrence avaient pu nous reprocher de ne défendre que les délinquants et d'être à la solde des avocats. Mais ça, les avocats qui sont dans la salle le savent bien que ce n'est pas le cas. Notre souci, bien sûr, c'est qu'il y ait une concurrence loyale, non faussée, parce que c'est tout à fait essentiel pour le fonctionnement du marché. Mais ce n'est pas à vous que je vais dire que la réalité du terrain, elle est extrêmement complexe et que le fonctionnement dans un groupe, on ne peut pas nécessairement tout prévenir, tout contrôler. D'où un intérêt légitime pour ces procédures de clémence et de non-contestation des griefs. Comme Thierry Dahan a eu l'aimabilité de le rappeler, j'étais déjà née il y a 10 ans, donc j'ai connu effectivement la naissance de la procédure de clémence, et c'est vrai que ça a été une levée de bouclier à la fois des entreprises, des organisations professionnelles, vis-à-vis d'une procédure fondée quand même sur la dénonciation, qui nous renvoyait à une période de notre histoire qui n'était pas la plus glorieuse. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant de voir que les réserves, elles demeurent. Et quand on appelle les entreprises, d'abord on voit que c'est un sujet éminemment politique, c'est-à-dire qu'on renvoie au niveau direction générale, hein, c'est vraiment un sujet qui reste très sensible. Il y a des évolutions, et notamment, cela a été indiqué par Mme Beaumeunier, notamment des entreprises qui ont expérimenté ces procédures soit dans un pays étranger, soit au niveau de Bruxelles. D'où sans doute un démarrage lent, mais je crois qu'aux États-Unis, le démarrage a été lent aussi, puisque ça a été introduit en 78, et ce n'est qu'à partir de 93, à partir d'une modification de la procédure, que la procédure s'est développée. Mais je dirais que d'une certaine manière, les relations entre les autorités de concurrence et les entreprises dans la détection des pratiques anticoncurrentielles me paraissent empreintes d'une certaine schizophrénie de la part des autorités. Puisque pendant plusieurs années, on a eu ce débat tout à fait passionnant entre, excusez-moi d'utiliser l'anglais, mais ça va plus vite, entre private enforcement and public enforcement. Et c'est vrai qu'on nous a vanté les mérites du private enforcement par les victimes pour détecter les pratiques. Éventuellement d'ailleurs par le recours de recours collectif que, vous savez, nous soutenons et nous aimons beaucoup au MEDEF. Or, que constate-t-on dans les textes récents, et je pense à la loi consommation, à la directive sur la réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles, c'est qu'on privilégie les actions subséquentes, ce qui montre qu'a priori, les autorités font plus confiance aux contrevenants pour dénoncer les ententes, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'elles veulent sans doute garder la main. Et de ce fait, puisqu'elles privilégient la dénonciation pour les contrevenants, il faut quand même qu'elles protègent leurs sources d'alimentation, et donc elles se trouvent dans une situation un peu contradictoire de vouloir limiter le nombre de documents auxquels auront accès les victimes, et de ce fait, ce comportement me paraît un peu schizophrénique. Je serais tentée de dire qu'on a voulu faire d'un vilain défaut, la dénonciation, une vertu, la clémence. Mais peut-on encore parler de vertu quand celui qui l'accorde est aussi intéressé au résultat? Alors, je ne vais pas reprendre, bien sûr, toute l'analyse qui a été faite et très bien faite et rappelée par Mme Beaumeunier. Bon, la principale critique qui est formulée par les entreprises françaises reste quand même l'incertitude juridique. Et je vais citer M. Maître Debroux, qui a parlé de brouillard de la clémence. C'est vrai que l'entreprise avance à l'aveugle, même s'il y a eu des améliorations. Et ce qui est principalement reproché, c'est la difficulté d'apprécier la valeur ajoutée, l'impossibilité de savoir si on va être le premier ou pas, et la difficulté d'évaluer le montant potentiel de l'amende, ce qui est aussi un élément important.
On nous a également signalé, bien sûr, que c'est plus compliqué d'y aller si les procédures, si les pratiques anticoncurrentielles sont des pratiques atomisées avec beaucoup de participants, mais également, c'est un point qui a été relevé, si les concurrents sont également des partenaires, parce que là, ça risque de gâter évidemment les relations à l'avenir. Je souhaiterais tout particulièrement insister sur quelques points très rapidement. Les délais, cela a été déjà mentionné par Madame Baumenière, il est jugé que, évidemment ce n'est pas le cas dans tous les cas de figure, mais que les délais sont trop courts au regard des exigences de l'autorité. Des questions également sur la coopération totale exigée par l'autorité. Ce qui a été noté par les entreprises, c'est que les exigences sont quelquefois différentes selon le collaborateur de l'autorité. Et là, certains ont manifesté le souhait qu'il y ait des instructions pour encadrer ces exigences. Un autre point qui concerne la destruction des preuves par les salariés. Ça entraîne une déchéance du droit à exonération, mais là, certains se demandent s'il ne faudrait pas moduler aussi en fonction de l'origine de la destruction. Parce qu'on sait très bien, on nous demande tous dans nos bureaux de détruire, d'éliminer le maximum de papier. Et donc, nous éliminons, et c'est le cas aussi des entreprises. Il y a aussi un turnover dans les entreprises qui fait qu'on élimine. Donc, s'interroger en tout cas sur la destruction. Évidemment, si c'est une destruction volontaire, c'est différent. Si c'est par routine, par accident. Un point qui fait l'objet de positions un peu contradictoires, mais enfin cela s'explique aussi, je pense, selon le moment de la procédure, la question de la confidentialité. Elle a été également évoquée. La longueur de la procédure augmente les risques de violation de la confidentialité, avec les risques, bien sûr, et les conséquences potentielles d'utilisation par les victimes dans des procédures subséquentes de réparation. Le droit français se veut très protecteur, et depuis la loi sur l'outre-mer, on a effectivement une protection des pièces élaborées ou produites dans le cadre d'une procédure, ce qui est très large. Or, on peut se demander, mais ça sera un objet du débat, je pense, s'il n'y a pas une contradiction avec l'article 6 de la directive qui vient d'être adoptée, qui me paraît plus restreint, puisque là on parle l'article 6 ne vise que les déclarations faites en vue d'obtenir la clémence. Donc ça, c'est un point, souci de confidentialité. Mais à l'inverse, certaines entreprises ont fait part de leur souhait de pouvoir être déliées de cette confidentialité quand on est plutôt en fin de procédure, quand l'entreprise sait qu'elle va plutôt avoir un résultat positif, et elle aurait besoin de pouvoir communiquer avec ses actionnaires, de communiquer avec les agences de notation, puisque quand la procédure a atteint une certaine durée, il y a des rumeurs, et ces rumeurs peuvent être négatives, évidemment, pour l'entreprise. Pour terminer, et je crois que j'aurais respecté mon délai, je voulais aussi mentionner le souhait de la part des des entreprises, qui ne sont pas à l'origine de la clémence, mais qui se trouvent impliquées dans la procédure de clémence, qu'il y ait une exigence de la part des autorités de la qualité des documents produits. Et là, je cite un cas qui a été mentionné par une entreprise et qui ne concerne pas la France, mais un pays très proche de la France, où une procédure de clémence a été enclenchée sur la base de documents erronés, et du coup, les autres entreprises se sont trouvées dans une situation extrêmement délicate. Je vois Madame Baumenière sourire, donc je crois qu'elle voit à quelle procédure je fais référence. Bon, il y aura beaucoup d'autres questions, mais je laisse la parole aux autres intervenants. Je vous remercie de votre attention. Merci Joël. Maintenant, Michel, peut-être les aspects un peu plus juridiques. Vaste tâche. Oui, dans notre petit... D'abord, merci de l'accueil de l'autorité de la concurrence sur cet intéressant débat qui intervient à un moment important, puisque le programme arrive à sans doute un point de maturité, et il est juste temps de tirer les enseignements de quasiment 10 années de pratique, avec un démarrage lent, c'est vrai, mais qui s'accélère, si j'ai bien compris. Et dans ce débat, dans notre petit cartel interne ici, dans notre répartition des marchés, des sujets, on m'a demandé de traiter essentiellement la question de savoir
Quelle rationalité mettre en place, enfin, quelle est la rationalité d'une décision de choix ou de non-choix de recourir à la procédure de clémence en tenant compte de quel type de contraintes. Autrement dit, quelle contrainte, quelle rationalité. Et c'est vrai que j'avais un peu écrit là-dessus, j'avais eu l'expression le brouillard de la clémence. Est-ce que ce brouillard est aujourd'hui levé? Il y a eu quelques avancées, mais je crois qu'on est encore largement dans un domaine perclus d'incertitude. Cela étant, le président de notre petite table ronde m'a demandé, attention, ne te limite pas à la facilité qui consisterait à n'énoncer que les doutes et les questions. Ça, ce serait trop facile. Donc je vais essayer en plus de me mouiller un tout petit peu et de fournir quelques idées, en tout cas de grilles de lecture et de facteurs incitant à soit ne pas nécessairement toujours aller en clémence, soit à y aller. Les incertitudes sont nombreuses, on le sait, et ce qu'on sait autant peut-être, mais qu'on ne dit pas toujours de la même façon, ces incertitudes ont un seuil de déclenchement dans le temps différent. Autrement dit, il y a des doutes très nombreux en matière de décision d'aller ou non en clémence, et les réponses arrivent relativement tard. Or, la clémence est quelquefois une décision que l'on doit prendre en urgence. Je dis bien quelquefois, pas toujours. Parce que là encore, il faudrait faire une distinction entre les clémences que j'appellerais la clémence maîtrisée et la clémence non maîtrisée, aussi appelée clémence panique, parce que les OVS ont commencé et qu'on n'a pas trop le choix et qu'il faut aller extrêmement vite. C'est fondamentalement différent. Une clémence maîtrisée, soit elle est le fruit d'un calcul machiavélique de l'entreprise qui a décidé après 5 ou 10 ans de profit sympathique tiré de l'entente, de retirer soudainement le tapis sous les pieds des autres participants et de partir avec le magot. Personnellement, je n'ai pas rencontré ce type de raisonnement machiavélique. On ne peut pas exclure qu'il existe, mais ce que j'appellerais les clémences maîtrisées, c'est ce que j'ai rencontré plus souvent, c'est un soupçon dans l'entreprise, on conduit un audit et au bout de l'audit, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Je n'exclus pas, je répète, qu'il puisse y avoir des calculs tout à fait machiavéliques de clémence pour avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre, le beurre du cartel et l'argent du beurre de l'absence de sanction. Mais plus fréquemment, c'est quand même des hypothèses où on a identifié quelque chose sans qu'il y ait une procédure en cours et on pense pouvoir être le premier. Donc on n'aura pas du tout, au sein d'une entreprise et dans les conseils qu'on peut donner, on n'aura pas la même approche selon qu'on est contraint par le temps ou pas. Et c'est fondamental. Deuxième réflexion, le déroulement dans le temps, je dirais, des différentes contraintes. La première question qu'on nous pose, nous, conseil, lorsque la perspective d'une procédure se précise ou lorsqu'on est sur le point de faire lorsqu'on doit décider finalement si on y va ou on n'y va pas, première question, c'est, avant toutes les autres, c'est je risque quoi ? Je risque combien ? C'est pas je risque quoi, pardon, c'est je risque combien ? La toute première question, elle est financière. Quel est le montant de l'amende ? Mais de plus en plus, il y a une série de questions subsidiaires qui viennent. Ça va représenter quoi en termes de coopération, effectivement, en termes de procédure. Donc ça, c'est Je fais part de mon expérience personnelle. Chacune peut varier, mais dans l'ordre, je dirais ça. 1, combien ça va coûter ? 2, qu'est-ce que ça représente en termes de procédure, de délai, de contraintes ? Les entreprises savent que ce n'est pas une démarche one-off, que c'est une démarche qui commence et qui va se poursuivre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des contraintes particulières. Troisième question, oui, mais quid de l'action civile ? Alors c'est vrai que l'action pénale, ce n'est pas une question qui nous est posée. C'est rare, c'est très... Si, bon. Pour être complet, on répond à cette question-là. Mais pour des raisons que vous connaissez tous, en France, à l'heure actuelle, ça n'est pas le risque perçu comme étant le principal. Ça peut évoluer, tout évolue, mais aujourd'hui, ça n'est pas le risque, ça n'est pas la contrainte immédiatement identifiée. Non, le risque civil vient bien avant. Et puis viennent des considérations moins juridiques, en tout cas non liées à la clémence, qui sont toutes les considérations, j'allais dire, managériales, parce que c'est pas rien de gérer une demande de clémence à l'intérieur d'une entreprise. Ça signifie qu'une branche a failli, ça signifie qu'il y a des employés qu'il va falloir
à la fois cajoler pour avoir les informations et sanctionner en théorie, équilibre extrêmement difficile et j'y reviendrai. Toutes les contraintes managériales, elles ne sont pas neutres. Et enfin, dernier sujet, et je vais également y revenir, l'entreprise, pendant la procédure, elle continue à vivre, elle continue à travailler, elle continue à faire son métier qui est d'innover, de produire et de faire du profit. Et ça peut impliquer aussi des cessions. Pour avoir été confronté à quelques reprises à la problématique de la cession en cours de procédure de la filiale ayant été impliquée dans les pratiques, les contraintes qui s'y attachent sont extrêmement lourdes. Alors voilà, ça c'est le paysage général. Pour ceux qui souhaiteraient, étant contraints par le temps, je vais aller plus vite, mais pour ceux qui souhaiteraient plus d'approfondissement, je me permets de juste rappeler que c'est dans cet très bon ouvrage publié sous les auspices du Centre européen de droit et d'économie de l'ESSEC que j'ai publié ce petit article sur le brouillard de la clémence et donc les différentes contraintes. Alors, plus concrètement, une fois ce tableau général brossé, 3 préoccupations, parmi les nombreuses contraintes qui forment ce brouillard, 3 domaines qui peuvent faire douter de l'opportunité d'aller en clémence ou pas. Je pars de l'hypothèse, bien entendu, j'aurais dû le dire tout de suite, qu'on est bien dans les cas possibles de clémence, hein, c'est-à-dire cartel, je ne vais pas parler, je crois que c'est la table ronde prochaine qui parlera peut-être d'un possible élargissement à certains cas un peu moins faciles à gérer, notamment des pratiques verticales, ce n'est pas le sujet. La première question, c'est l'accès aux pièces. Parce que il n'y a pas de clémence sans pièces, il n'y a pas de clémence sans documents, et non seulement l'accès aux pièces est nécessaire pour mener à bien la procédure, mais elle est nécessaire pour juger de l'intérêt ou non. Dans les cas que j'ai pu traiter, il se trouve, alors peut-être que mes clients sont des gentils finalement, peut-être que je n'ai pas assez de clients cyniques et calculateurs qui ont tout compris avant tout le monde et qui ont déjà constitué, au moment où ils sont entrés dans une procédure de clémence, ils constituaient en secret au moment où ils sont entrés dans un cartel, ils constituaient en secret la procédure de clémence pour ensuite la détruire. Non, moi j'ai des entreprises, j'ai des clients qui sont des bons en fait, hein, je le dis ça, et qui découvrent des cadavres dans des placards quelquefois, et qui se disent comment je vais gérer ça. Mais avant de se dire comment je vais gérer ça, il faut savoir qui, quand, pendant combien de temps, quel type de pratique, que savent les autres. Ça aussi c'est très important parce que il peut arriver, c'est une décision rationnelle dans certaines circonstances, lorsque par exemple la pratique a pris fin, qu'on n'est pas très loin de l'arrivée de la prescription, etc. Il peut arriver, je dis ça devant l'autorité de la concurrence, il peut arriver qu'il soit rationnel de cacher la poussière sous le tapis en se disant je vais encore serrer les fesses pendant 6 mois, pendant 1 an, et j'espère que la prescription arrivera sans. Donc, mais ça, pour prendre ce choix-là, il faut aussi avoir une idée de ce que savent les autres. Et ça, pour le coup, c'est une incertitude redoublée. Donc, l'accès aux pièces. L'accès aux pièces, c'est l'accès aux personnes, très souvent. Alors, certes, il y a des questions toutes simples d'accès aux documents, des questions d'archivage, de stockage, mais d'expérience, pour avoir fait pas mal d'audits, on ne connaît les pièces que quand on se les fait expliquer par ceux qui ont travaillé véritablement. Sinon, on peut trouver, bien entendu, mais c'est un peu une aiguille, chercher comme une aiguille dans une botte de foin, il est infiniment plus facile d'être un peu guidé. Donc ça veut dire les relations avec les employés. Et là, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Comment gérer la relation avec les employés ayant participé à une entente ? Premier cas de figure, l'employé ou les employés en question ne sont plus dans l'entreprise. Alors là aussi, j'ai fait des petits schémas très rationnels. Soit il ou elle n'est plus là parce qu'il a pris sa retraite. Ça, c'est un schéma facile. On peut le retrouver normalement. Et il ou elle collaborera. Et dans certains cas, j'ai même été confronté à des gens qui trouvaient ça très drôle. Ça les sortait un peu de... Comment briser l'ennui de la retraite ? Ah, tout à fait. Mais je vous garantis que dans certains très vieux cartels qui remontent à 10, 15, 20 ans, 10 ans plus tard, quel plaisir de retrouver les collègues. Ah, tu te souviens, c'était le bon temps, etc. Sans compter qu'ils ont pris leur retraite sous des cieux plus cléments et que venir à Paris, discuter avec les avocats, voire aller à Bruxelles lors de certaines auditions, ça peut être sympa. Franchement, j'en ai croisé quelques-uns qui trouvaient ça assez drôle, d'autant plus que tous leurs frais étaient couverts. Bon,
c'est la partie amusante. Il y a des cas beaucoup moins drôles. Il y a des cas où les parties impliquées sont parties chez le concurrent. Alors là, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on n'a pas accès à cette personne-là. Et la dernière chose qu'on va dire, c'est cher ami, je viens te contacter pour ce que tu as fait dans le passé, mais n'en parle pas à ton patron actuel. Évidemment, c'est hors de question. Donc ça, c'est un accès à l'information qui est coupé. Et puis, il y a d'autres situations hors le cas de la retraite un peu amusant dont je parlais. C'est des gens qui ne sont pas chez les concurrents, mais qui sont partis ailleurs, qui ont fait... Ça, on peut gérer. C'est pas très, très compliqué. Mais c'est beaucoup plus compliqué lorsque la personne qui a l'information est partie chez un concurrent. Deuxième cas de figure principal, la personne ou les personnes concernées sont toujours dans l'entreprise. Et là, je distinguerai encore un plan 2 parties et 2 sous-parties. Pourtant, je n'ai pas fait Sciences Po. A-t-il ou elle agi seul ou a-t-il ou elle été couvert? Si c'est une personne qui a agi seule, là on commence à approcher, autrement dit vraiment le fautif isolé en quelque sorte. Ça devient délicat parce que nous en tant qu'avocats, on est les conseils de l'entreprise, on fait un audit, on découvre des choses, on procède à des entretiens, je ne vais pas utiliser le mot interrogation, mais on procède à des entretiens, et il y a un moment où survient la question de savoir, faut-il que la personne en face de nous prenne son propre conseil, pour des raisons disciplinaires, pour des raisons éventuellement pénales. Je répète, en France, pour toutes sortes de raisons que vous connaissez, le risque pénal n'est pas le plus prégnant, je dirais, mais il n'est pas totalement nul. Ce qui est plus fréquent, c'est quand même les risques disciplinaires. À quel moment passe-t-on du statut... Enfin, en tant qu'avocat de l'entreprise, on est toujours l'avocat de l'entreprise. Mais il y a bien un moment où survient le risque d'un conflit d'intérêts et on ne peut pas non plus extraire certains renseignements qui vont finir par être pénalisants pour la personne en question sans précaution. Donc, difficulté à gérer ça. Le temps m'est compté, je passe à un autre sujet, le dernier. Parmi les contraintes à identifier, la cession de l'entreprise ou de la business unit qui est impliquée dans les pratiques. Là encore, sans prétendre à l'exhaustivité, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a le premier cas de figure qui est celui où on cède une entreprise sans savoir, enfin une entreprise, une filiale, sans savoir que ces pratiques ont eu lieu. Alors là, c'est le risque maximum. Vous le savez bien entendu. Une entreprise qui se sépare de l'entité ayant participé à des pratiques s'expose au risque d'un retour de boomerang exceptionnel dans le futur, lorsque, le cas échéant, cette entreprise-là ou son nouvel actionnaire décidera d'entamer une procédure de clémence. Parce que l'ancien actionnaire verra sa responsabilité mise en cause, bien entendu, pour la période pertinente, sans avoir accès aux pièces, aux documents, etc. Et là, on est tout nu. Et donc, réflexe immédiat de l'avocat, un audit pré-session pour nettoyer. Et le cas échéant, si l'audit révèle quelque chose, on purge. Et la seule façon de purger, c'est la clémence. Si, bien entendu, les autres conditions sont réunies. Deuxième cas de figure, l'entreprise a connaissance des pratiques, mais l'enquête n'est pas, enfin, la connaissance n'est pas publique, c'est-à-dire cette connaissance est purement interne. Bon, on est à peu près dans le même cas de figure de ce que je viens de dire, c'est-à-dire on vient de découvrir à la suite d'un audit qu'il est à quelque chose. Il est difficile de ne... Là, je sors de mon domaine de compétences, c'est plus des compétences, je dirais, de type corporate M&A, comment rédiger les clauses de cession, les déclarations et garanties. Mais le risque de céder une entreprise ayant participé à des ententes sans révéler cela et sans purger, justement, est considérable en termes de garantie de passif, notamment. Donc là aussi, réflexe assez logique, si les conditions sont réunies, clémence. Et enfin, et c'est un cas vraiment compliqué, comment céder une entreprise lorsque l'enquête est en cours, avec ou sans clémence d'ailleurs, mais généralement avec. L'enquête est en cours, mais pour des raisons industrielles, commerciales, financières, parfaitement légitimes par ailleurs, on cède l'entreprise à un tiers. Là, la difficulté est de conserver un lien, non pas vraiment avec l'entreprise, mais de conserver un accès aux pièces, documents, à la mémoire de l'entreprise délinquante, si je peux dire, tout en respectant malgré tout, si l'on a cédé à un concurrent, par exemple, comment trouver le point d'équilibre entre
conserver un lien avec l'information et les personnes concernées, sans risque d'échange d'informations sensibles, en limitant les risques, etc. C'est possible, c'est faisable, on a déjà fait ça, mais c'est un équilibre extrêmement difficile. Et ce qui fait que, et je conclus là-dessus, dans ce brouillard de clémence dont je n'ai finalement identifié que 2 ou 3 des principales contraintes, la décision d'aller en clémence, surtout lorsqu'on n'y est pas contraint, c'est la distinction que je faisais initialement entre clémence maîtrisée et clémence non maîtrisée, la décision d'aller en clémence n'est pas si évidente que ça. Et je terminerai sur une dernière remarque en réponse à ce que disait M. Dahan. Oui, la question n'est plus tellement, je crois, la question de la légitimité. Ça, c'est assez vrai. On est plus dans une logique de rationalité. Mais dans cette rationalité, et je pense que David pourra en parler, il y a encore un élément, il y a encore un facteur personnel qui joue. On a beau dire, et le fait que les entreprises françaises soient assez peu représentées dans les procédures, ça reste une démarche qui est acceptée sans doute, qui est subie plus qu'acceptée peut-être, et qui n'est pas nécessairement naturelle. Et combien de fois ai-je entendu un dirigeant dire « Bon, s'il n'y a vraiment aucune autre possibilité, on va y aller, mais j'aime pas ça. » Alors ça, c'est normal, on n'aime pas ça par définition. C'est pas une... Mais non seulement, sans parler vraiment de réticence morale, il y a quand même une petite équation personnelle qui continue à jouer, et ça pèse dans la balance. C'est pas la seule chose, mais ça pèse. Bon, merci beaucoup, Michel. Je passe tout de suite la parole à David. Merci beaucoup, Olivier. Alors, d'abord, je tiens à remercier l'autorité de m'inviter dans cette table ronde. Je dois dire qu'au moment justement, j'ai été invité, je me suis posé la question en disant, mais au fond, qu'est-ce que les économistes ont à dire d'intéressant sur la question de la clémence ? Je ne sais pas si j'ai une réponse à ça. Par contre, il me semble qu'il y a 2 types de réflexions que je peux partager avec vous. La première, c'est sur, en quelque sorte, des éléments d'économie politique des mécanismes de clémence qui peuvent être utiles notamment quand on a mis en place un système et qu'on s'interroge sur le bon équilibre en fait, du système, sur sa performance. Donc c'est intéressant d'avoir une perspective un petit peu générale. Et bien entendu, c'est aussi, ça peut être intéressant pour vous d'avoir un peu une perspective d'économie sur les cas de clémence et en quoi ça peut être différent des autres cas. Alors, bon, sur le premier sujet, sur lesquels donc, quelques économistes académiques ont écrit, l'idée c'est quoi ? C'est de réfléchir en termes économiques à un bon design d'un système de clémence, d'un mécanisme de clémence. Mécanisme qui est un instrument du droit de la concurrence et qui poursuit des objectifs donc, typiquement de maximisation du surplus social. Et qui fondamentalement ici est un outil incitatif avec 2 objectifs qui sont 2 objectifs complémentaires et en fait étroitement imbriqués. L'un qui est de dissuader en fait la formation de cartels et le deuxième qui est de déstabiliser les cartels existants. Quand je dis qu'ils sont étroitement imbriqués, c'est que c'est assez évident que si vous avez un système qui tente à déstabiliser les cartels et qui tend de fait à les rendre moins intéressants, moins profitables, vous rendez aussi moins intéressant l'entrée en quelque sorte dans un schéma de collusion. Alors, c'est l'objectif de dissuasion qui est effectivement qui doit être la priorité. On voudrait, d'un point de vue de politique publique, empêcher l'émergence des cartels. Maintenant, c'est la déstabilisation qui, de fait, est au cœur de la conception des mécanismes de clémence. Alors, une autre chose, c'est qu'à partir du moment où on dit que c'est un mécanisme de détection, ça veut dire que c'est une forme de substitut à d'autres manières de détecter des pratiques collusives, notamment des enquêtes. Et on sait qu'un des soucis, des problématiques, c'est une problématique de ressources, c'est une problématique de coût de ce type d'enquête. Donc, un programme de clémence devient intéressant aussi parce qu'il évite les coûts de la détection. Et donc, on peut réfléchir à ces programmes de clémence aussi comme étant autofinançant ou autoportant, en disant c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir une économie générale qui va être positive et qui va me permettre d'économiser des coûts. Alors ce que je dis semble complètement évident, mais je vais y revenir parce que ça a de l'impact sur le design des mécanismes optimaux. Alors comment les économistes réfléchissent, les économistes académiques notamment réfléchissent à la conception des mécanismes de clémence, et en fait dans un schéma qui est un schéma assez classique, qui est celui, en quelque sorte, de la collusion tacite entre des entreprises, qui correspond à une sorte, si vous voulez, de contrat implicite qui va exister entre des entreprises, et dans lesquelles ces entreprises
rationnel, a priori, ça c'est quand même un des postulats de base de l'économie, dans lequel les entreprises rationnelles, en fait, vont regarder deux choses. Elles vont regarder, est-ce que c'est intéressant dans l'ensemble de participer au cartel, c'est la contrainte de participation qui doit être vérifiée. Et la deuxième chose qu'on appelle la contrainte d'incitation, c'est en gros, à un instant donné, étant donné toutes les options stratégiques qui me sont ouvertes, dont la clémence, est-ce que c'est intéressant pour moi de me tenir, en fait, à la, entre guillemets, discipline de cartel, ou est-ce qu'au contraire, il faut que j'en sorte, et notamment que j'aille à la clémence. Alors, petit point pour faire écho à la question d'Olivier, est-ce qu'il y a une exception française sur à la fois sur la façon d'appréhender le comportement des entreprises dans le cadre économique? La réponse est non. Est-ce qu'il y a une exception française après sur la capacité des entreprises ou le fait qu'elles suivent ce type de raisonnement très rationnel en disant étape par étape, je regarde quelles sont mes différentes options qui sont ouvertes et après je choisis l'une ou l'autre? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments pour en juger. En tout cas, pour l'instant, l'économie me semble-t-il assez silencieuse à ce titre-là. Alors, une fois qu'on a ce cadre-là, donc il y a un certain nombre d'articles qui ont été écrits, un certain nombre de modèles qui ont été faits, chacun avec leur hypothèse propre. Est-ce qu'il y a quelques messages, quelque chose qui ressortent plus particulièrement et qui aurait une sorte de force de généralité? La première chose, c'est que, et ça c'est assez naturel quand on raisonne en termes d'instruments de politique économique, on ne doit pas se limiter à un certain type de schéma, et notamment on peut très bien envisager un schéma dans lequel il y ait des récompenses. C'est-à-dire ce n'est pas simplement une réduction d'amende, mais il y a des récompenses, en fait, pour ceux qui sont les demandeurs de clémence. Et c'est pour ça que je parlais de schéma autoportant ou autofinançant, parce qu'on peut dire, au fond, si on a un cas de figure dans lequel, quand on détecte un cartel, on va être amené à imposer des sanctions à un certain nombre d'entreprises, on peut utiliser le fruit de ces sanctions, en fait, pour récompenser celui qui aura permis de détecter le cartel. Donc ça élargit un peu le champ, et on voit que c'est des solutions qui sont plus radicales et plus extrêmes que ce qui est habituellement utilisé. La deuxième chose, le deuxième message qui est important, c'est que, et ça de façon relativement générale, un entre guillemets bon schéma de clémence, c'est un schéma qui va donner évidemment une récompense ou une remise de peine qui va être très importante, voire à 100%, au premier applicant, au premier demandeur. En revanche, il est beaucoup plus ambigu de savoir s'il faut donner quelque chose à des demandeurs par la suite. Alors pourquoi le premier demandeur? Pour des raisons qui sont assez évidentes, parce que c'est au cœur de la partie déstabilisation. C'est aussi l'idée de dire que quand les entreprises se posent des questions justement de choix de passage en clémence, et ça a déjà été mentionné, elles ne se les posent pas dans le vide, mais elles comprennent aussi que d'autres entreprises peuvent être en train de poursuivre le même type de raisonnement et qu'à partir de là, il y a une question en quelque sorte de course à la dénonciation. Et d'ailleurs, un des phénomènes que les économistes ont mis en évidence, notamment quand les choses commencent à bouger, quand il y a des enquêtes qui commencent à démarrer ou un intérêt qui se porte sur un secteur, c'est là où on entre dans cette logique de course à la dénonciation, pardon, à la demande de clémence. Et à partir du moment où on a évidemment ce schéma-là, cet effet de bascule, cet effet déstabilisateur, il va être d'autant plus important que le premier demandeur va beaucoup bénéficier et que par la suite, soit il n'y a rien, soit il y a peu. Alors, est-ce qu'il doit y avoir rien ou peu, en d'autres termes? Est-ce qu'on doit avoir des demandes de clémence en deuxième et troisième rang? Il y a un intérêt d'un point de vue politique économique général qui est de dire, si au fond on a un mécanisme dans lequel on cherche à éviter des coûts de détection, il n'est pas certain que les éléments qui vont être apportés en fait en premier rang vont permettre de complètement clarifier les choses ou d'avoir quelque chose qui est très clair et que ça arrête l'instruction. S'il y a plus d'éléments, en fait, on réduit d'autant le travail d'instruction et donc de fait on économise autant les coûts. Donc ça, c'est un des éléments qui justifie en fait le deuxième et le troisième rang. Mais par contre, ça a des effets d'incitation négative vis-à-vis du... Enfin, ça nuance en fait le caractère déstabilisateur du système de clémence. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là j'ai été un petit peu brutal parce qu'en gros j'ai dit que les économistes disaient qu'il fallait des systèmes qui soient vraiment radicaux et qu'il fallait notamment éventuellement récompenser le premier demandeur. Ce que les économistes ont vu aussi, c'est qu'il y a des effets un petit peu contre-intuitifs, voire pervers, à certains mécanismes de clémence. Il y en a au moins deux qui ont été identifiés. Il y en a un qui fait écho en fait à une chose que Virginie Beaumeunier a mentionnée, qui est que
on peut parfois penser à la demande de clémence aussi comme étant une sorte de mécanisme de représailles dans un équilibre économique qui est assez général, notamment quand on a des firmes qui opèrent sur plusieurs marchés, d'accord, sur plusieurs pays par exemple. La demande de clémence, c'est une manière de dire si tu te comportes mal dans un cas donné, dans un pays, tu dévies quelque chose, moi je peux aller à la clémence dans le deuxième pays et ça va être une représaille. Et donc de fait, ça peut stabiliser la collusion plutôt que la déstabiliser. Donc ça, c'est un premier effet qui est un effet contre-intuitif. Ça peut se passer entre marchés, ça peut y compris se passer en fait au sein d'un même marché, quand c'est une représaille contre une déviation, mais sans demande de clémence. La deuxième chose, et ça c'est quelque chose qui est un peu singulier, c'est aussi les économistes se sont dit, mais au fond, il pourrait y avoir des stratégies qui sont très opportunistes de la part des firmes, consistent à dire, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer systématiquement en cartel et à passer systématiquement à la clémence au bout d'un temps. Donc en essayant en gros de gagner sur les deux tableaux, c'est-à-dire j'ai un peu de profit de cartel pendant un temps, et puis après j'ai la partie clémence. C'est une possibilité théorique, identifiée dans des papiers théoriques. Je ne l'ai personnellement jamais rencontrée. En tant qu'économiste, je suis moins exposé à des situations de clémence, mais enfin voilà, c'est aussi une réflexion qui est intéressante parce qu'elle montre que ces mécanismes de clémence ne sont pas dénués de certains effets qui peuvent être des effets complètement à l'inverse de ce qu'était leur objectif. Alors il y a aussi un petit peu de littérature, ça je ne vais pas y revenir, mais peut-être qu'on y viendra dans la discussion, sur est-ce qu'au fond c'est les entreprises qu'il faut récompenser ou est-ce que c'est plutôt des personnes individuelles au sein des entreprises qu'il faut récompenser. Parce que évidemment quand on réfléchit en termes de récompense ou d'incitation, les montants en jeu ne sont pas nécessairement les mêmes pour arriver à des résultats qui peut-être ne sont pas très éloignés. Donc ça c'est un axe de réflexion. Alors je vais en finir avec simplement quelques réflexions maintenant qui sont d'ordre plus pratique sur que sont amenés à faire les économistes quand on est dans des dossiers de cartel qui démarrent avec de la clémence. Et en gros, est-ce que ça change quelque chose par rapport à un dossier de type classique? Parce que forcément, quand on a une demande de clémence, on a un corpus de preuves qui peut être parfois assez impressionnant et assez complet. Donc, à minima, sur le plan juridique, ça rend un certain nombre de choses à la fois, je dirais, plus claires, mais aussi plus difficiles. Est-ce que sur le plan économique, il y a quelque chose à en tirer? Est-ce que si j'ai une demande de clémence, finalement, la messe est dite et forcément, c'est notamment en matière d'effet, parce que c'est ce qui passionne les économistes avec quatre cartels, est-ce que nécessairement il doit y avoir une présomption d'effet très important parce qu'il y a beaucoup d'éléments de preuve, parce que les pratiques sont très fortement caractérisées? La réponse est non, et la réponse est non à plusieurs titres. Première chose, s'il devait y avoir une présomption, et là j'emploie le conditionnel, ce serait plutôt que la demande de clémence se passe dans des cas où les cartels marchent moins bien. Alors évidemment, ça c'est mon petit argument théorique et il est mis à mal en fait par l'enquête de l'autorité et ce que Virginie Beaumeunier a présenté ce matin en disant, en tout cas le retour qui a été fait de la part des entreprises, c'est pas de dire que c'est parce que le cartel marchait moins bien que finalement dans l'analyse coût-bénéfice on s'est dit pourquoi pas empocher ou en tout cas éviter l'amende parce que finalement je gagne pas grand chose à la collusion. Alors, je sais pas si c'est lié à un biais de perception sur ce qu'on peut gagner, ce qu'on gagne effectivement ou ce qu'on peut gagner dans un cartel ou autre, mais là effectivement il y a un hiatus entre théorie et observation empirique. Maintenant, ça reste vrai qu'on ne peut pas avoir de présomption a priori que ce sont les cartels qui marchent les mieux, que l'on va retrouver dans des demandes de clémence. La deuxième chose, c'est est-ce qu'à partir du moment où j'ai un corpus complètement établi de preuves, de pratiques, on sait exactement ce qui s'est passé, le restaurant dans lequel les participants ont mangé, à quelle heure ils sont entrés, ils sont sortis, quel était le menu, etc. Est-ce que ça veut dire aussi que j'ai plus de sujets au sens où c'est évident que dans le secteur la collusion était facile et c'est évident que ça devait avoir des effets qui sont significatifs? La réponse est non. La réponse est non, c'est du point de vue de l'évaluation des effets. Il y a tout un ensemble de questions, y compris sur la faisabilité ou l'effectivité du cartel, qui reste complètement d'actualité. Là, le fait qu'une structure de marché soit plus ou moins favorable, qu'il y ait plus ou moins de transparence dans le marché, qu'il y ait un contre-pouvoir des acteurs, etc., restent des éléments qui sont tout autant importants et tout autant décisifs vis-à-vis de l'évaluation des effets, indépendamment en fait du corpus de preuves qui a été accumulé par ailleurs. Donc là, il y a une sorte de hiatus, si vous voulez, entre d'une part la caractérisation juridique qui, elle, peut-être laissera moins de place en fait, à l'interprétation et moins de place à, entre guillemets, la contestation. Et par contre, le travail économique d'appréciation des effets pour lequel les choses sont ouvertes.
La différence que je vois, éventuelle, c'est que si on a un corpus de preuves qui est très important, si on sait beaucoup de choses, on va être amené probablement à confronter plus l'analyse économique à tout ce que l'on sait. Si on connaît 17 réunions dans lesquelles il y a des augmentations de prix qui ont été discutées, dont on connaît la nature exacte, parce qu'il y a beaucoup de preuves qui ont été apportées à ce titre-là, quand on va faire l'analyse des effets, on aura envie en fait, de regarder ce qui s'est passé effectivement et si les pratiques ont été suivies d'effets. Et j'en terminerai avec une toute petite remarque sur tout ce qui est demande de réparation au civil. À nouveau, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les effets, il y a une forme d'orthogonalité entre d'une part tout ce qui peut être dans le dossier de clémence qui va permettre de caractériser au plan juridique les pratiques, et par ailleurs des éléments qui seraient utiles au titre de l'évaluation du préjudice et des effets. Et une des réflexions qu'on peut avoir, c'est justement si on veut, entre guillemets, déminer un petit peu ou dégonfler toutes les tensions qui existent autour de l'accès au dossier et autres, ça veut dire qu'éventuellement, il faut qu'il y ait plus d'éléments sur ce qui concerne les effets, parce qu'il y a probablement un petit peu de fantasmatique en fait des plaignants vis-à-vis de tout ce qu'on peut trouver dans le dossier qui leur permettrait de caractériser le préjudice. Et pour moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de choses que ça. Bon, merci beaucoup David pour cette vision économique, cette mise en contexte. Maintenant, je pense que Éric, votre intervention est attendue sur quelques expériences que vous avez pu avoir après la décision de clémence, disons. Oui, alors, donc on m'a demandé de regarder ce qui s'était passé entre 2006 et 2013. Donc je n'ai pas participé évidemment à toutes les affaires qui ont été décidées dans cette période, ne serait-ce parce que je ne suis arrivé à l'autorité qu'en 2009, mais donc j'ai fait un peu de recherche historique. Et c'est relativement intéressant parce qu'on voit qu'il y a deux périodes très marquées dans les décisions dont vous avez parlé, c'est-à-dire les 7 décisions. Alors les 3 premières qui sont portes, contreplaquées et déménageurs, qui se situent dans la période 2002-2006, enfin 2002 pour les demandes de clémence et donc après 2006 pour les décisions. Ces 3 affaires ont été engagées à une époque où il n'y avait pas de communiqué de procédure. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'à l'époque, et c'est très transparent dans les décisions, c'était la décision elle-même qui expliquait comment se déroulait en quelque sorte la procédure de clémence. Et quand on regarde ces décisions, on voit qu'elles ont des caractéristiques communes très marquées qui les distinguent des 4 autres qui seront adoptés après le premier communiqué de procédure de 2006, qui va apparaître en quelque sorte comme un feu anti-brouillard. Les 3 décisions dont je viens de parler, donc porte, contreplaqué et déménageurs, on s'aperçoit qu'il s'agit toutes d'affaires engagées par des demandeurs de rang 1. Alors je dis de rang 1 puisqu'à l'époque il n'y a ni A ni B, en gros rang 1 pour parler dans la terminologie d'aujourd'hui. Et que ces 3 demandes ont permis aux autorités de concurrence d'engager des opérations de visite et saisie. Ce qui est également très intéressant, c'est de voir qu'à cette époque, comme on ne sait pas comment en gros va fonctionner la situation après OVS, on n'a pas de demandeurs de rang 2. En revanche, on a plusieurs entreprises qui viennent en non-contestation de grief. Et en quelque sorte, la non-contestation de grief se présente un peu comme un substitut au rang 2 d'aujourd'hui. De la même façon, ce qui est très notable, c'est que ces 3 affaires n'ont présenté, du point de vue de la clémence, aucune difficulté particulière et qu'aucun des demandeurs de clémence n'a formé de recours contre les décisions. Ce qui ne sera pas le cas dans la deuxième période dont je vais parler et qui est effectivement la plus récente et la plus intéressante pour l'auditoire ce matin. Alors, effectivement, à partir du 11 avril 2006, on a un communiqué de procédure qui va s'inspirer largement de pratiques communautaires et en particulier de toutes les réflexions qui ont eu lieu entre la Commission et les États membres pour la rédaction du premier programme modèle. Et donc, à ce moment-là, apparaît donc un cadre beaucoup plus précis, c'est pour ça que je parlais de feu anti-brouillard, et on voit l'apparition justement des rangs 1A, 1B et du rang 2, qui ne vient en fait qu'expliciter la loi
nationale qui prévoyait donc que l'autorité ou le conseil à l'époque pouvait accorder des exonérations totales ou partielles. Donc on voit bien maintenant comment on peut accéder à l'exonération partielle de manière très claire. Donc c'est au travers du rang 2. Alors, les 4 décisions dont je voulais parler dans cette période sont l'affaire des produits sidérurgiques, ou de l'acier, l'affaire des lessives, l'affaire des farines et l'affaire des commodités chimiques. Alors je précise, pour des raisons que certains peuvent connaître, que seulement 2 de ces décisions sont définitives. Les farines sont toujours en appel, enfin on attend l'arrêt, mais je note qu'il n'y a pas de recours du demandeur de clémence. Et l'affaire des commodités chimiques, qui fait l'objet également d'un recours devant la Cour d'appel, où là, un demandeur de rang 2 a déposé un recours. Alors, ce qui est intéressant dans cette période, c'est qu'effectivement, la procédure de clémence se précise au travers de 2 communiqués de procédure, 2006-2007, mais aussi qu'elle va se préciser au travers de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence de la Cour d'appel, puisqu'elle a été amenée au moins à se prononcer de manière assez détaillée dans l'affaire des lessives. Donc j'y reviendrai un peu tout à l'heure. En revanche, comme je l'ai fait tout à l'heure, on peut trouver des traits caractéristiques intéressants dans ces 4 affaires, à savoir qu'effectivement, on voit l'apparition des demandeurs de rang 2, ce qui n'existait pas avant. On voit également que certains demandeurs de rang 2 vont demander également l'application de la procédure de non-contestation de grief. Alors, dans un cas refusé, dans un autre accepté. J'en reparlerai tout à l'heure. On voit également, et ça c'est peut-être une interrogation à soulever quant à l'efficacité du programme de clémence, ce sont l'apparition de contestations, et en particulier des demandeurs de rang 2, qui viennent contester d'abord le fait qu'ils soient en rang 2, certains prétendant qu'ils auraient dû avoir un premier rang, et surtout contester le niveau du taux de réduction de l'amende. Et ça, j'en reparlerai également tout à l'heure. Enfin, dans 2 de ces 4 décisions, on voit aussi l'apparition de problèmes de coopération, en tout cas identifiés comme tels par l'autorité. Et ça a permis à l'autorité elle-même de préciser ses propres conditions de coopération. Et je m'inscris un peu en faux par rapport à ce qu'a dit Joël Simon. Il me semble quand même qu'il n'y a pas de divergence notable entre les différents rapporteurs généraux qui reçoivent des demandes de clémence et qui traitent après du cas, sachant que la coopération a été également précisée, enfin les conditions de la coopération ont été précisées notamment dans le communiqué de 2007, qui précise quand même de manière très précise quelles sont ces conditions. Et donc, comme je l'ai indiqué, ces affaires aussi se caractérisent par l'apparition de recours contre les décisions de l'autorité venant de demandeurs essentiellement de rang 2, bien entendu. Alors, cette seconde période, comme je l'ai indiqué, et compte tenu du temps qui me reste, donc, est une période dans laquelle, effectivement, les choses se précisent d'abord au travers des communiqués de procédure, et en particulier celui de 2007, qui est quand même très précis, très détaillé, qui, notamment du point de vue de la coopération, a ajouté des éléments d'appréciation pour servir de guide aux entreprises et donc accroît la prévisibilité de l'attitude de l'autorité à l'égard de la coopération. Parfois, on voit aussi qu'il y a un certain assouplissement de la procédure. Quand on met en œuvre une procédure de type rang 1A, qui donc permet à l'autorité de procéder ou de faire procéder à des opérations de visite et saisie, le niveau d'exigence en termes de preuves est beaucoup plus bas, puisqu'on demande simplement au demandeur de rang 1 d'apporter des indices suffisants qui permettront de motiver une ordonnance de visite et saisie. Donc on ne lui demande pas d'apporter tous les éléments de preuve qui permettront de rédiger des griefs. Ce qu'on va demander, en revanche, d'une entreprise qui est en rang 1B. Et donc on voit qu'il y a quand même aussi, au travers du communiqué de 2006 et 2007, un assouplissement dans ce qui est demandé aux demandeurs de rang 1A. Alors, comme je ne peux pas prendre trop de temps, je vais venir plutôt maintenant à la pratique décisionnelle et à la jurisprudence de la Cour d'appel pour me concentrer sur 4 points qui me paraissent plus intéressants que d'autres.
D'abord, il y a eu des précisions importantes qui ont été apportées sur la nature de l'avis de clémence, qui est une spécificité française. On cherchait tout à l'heure quelles sont les spécificités. L'avis en est une. Alors je pense que peut-être que Marisa en parlera, puisqu'elle doit faire quelques comparaisons entre États membres et vis-à-vis de la pratique communautaire. Donc l'avis de clémence est quand même quelque chose de très particulier, qu'il méritait de préciser au travers des décisions, et y compris la Cour d'appel, dans ses arrêts, a apporté un certain nombre d'éclaircissements. Donc, je vais l'aborder sous une question particulière qui intéresse beaucoup les entreprises, qui est... on sait que l'avis est un acte provisoire et conditionnel, qui n'est donc pas définitif. En revanche, dans l'avis, il y a, en dehors des conditions, évidemment... notamment de coopération imposée aux demandeurs, il y a un élément qui est fondamental pour l'entreprise, c'est la fourchette dans laquelle le collège va ensuite, au stade de la décision, réduire l'amende de l'entreprise. Donc aujourd'hui, vous avez vu dans les différents cas qui sont publics qu'il y a eu donc des fourchettes. Le haut de la fourchette jusqu'à présent n'a jamais dépassé 35%. Alors, ça ne veut pas dire que dans les décisions qui viendront, ce seuil ne sera pas dépassé, mais aujourd'hui, effectivement, c'est le seuil de 35% qui semble constituer un plafond de verre. Alors, concrètement, par rapport aux décisions qui ont été adoptées et aux arrêts qui ont pu se prononcer sur le sujet, ce qu'on dit, c'est que, a priori, la fourchette, c'est l'espace dans lequel l'amende sera calculée in fine, et que le taux maximal qui figure dans la fourchette de l'avis, a priori, sera le taux maximum de la réduction dans la décision. Et dans l'affaire des commodités chimiques, l'autorité précise que c'est nécessaire pour assurer toute la prévisibilité à l'entreprise, justement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour savoir comment elle sera traitée in fine. Alors, ceci n'exclut pas que dans certaines circonstances, et en particulier, on le voit bien dans la décision commodité chimique, si à la fin de la procédure, l'autorité considère que finalement la valeur ajoutée des pièces qu'elle a utilisées dans ses griefs et qui sera utilisée ensuite dans la décision a une valeur ajoutée supérieure à celle qui avait été estimée au tout début de la procédure, à ce moment-là, un relèvement du taux maximal est envisageable. Alors, ça a été fait une seule fois dans les 7 décisions, c'est dans l'affaire des produits sidérurgiques, où, à la fin, Descours et Cabot obtient plus 5% par rapport aux 30% qui étaient inscrits dans l'avis. Alors, évidemment, cette situation qui est un peu exceptionnelle s'explique par le fait que l'avis de clémence, c'est un peu sa particularité, est attribué à l'entreprise à un moment où l'instruction, en définitive, est embryonnaire. Et donc, ce n'est effectivement qu'en fin de parcours qu'on peut vraiment réévaluer la valeur ajoutée de ces pièces. Et on voit, dans l'affaire des commodités chimiques, où Univar avait demandé un relèvement de son taux maximum, que le collège considère dans la décision que la valeur ajoutée des pièces transmises vaut bien les 20% qu'elle avait envisagé dans son avis. Alors, deuxième point important, la coopération du demandeur. Donc là, elle a été effectivement précisée. Donc, au travers des 2 décisions lessive et commodités chimiques, où donc le collège a retiré, dans un cas, moins 5 points, dans un deuxième cas, moins 10 points. Qu'est-ce qu'on constate ? Alors, je dirais que globalement, ce qui est demandé aux demandeurs de clémence, en termes de contestation possible, ça reste quand même relativement limité aux aspects factuels. C'est-à-dire qu'en gros, l'entreprise qui est venue apporter des éléments matériels dans le cadre de sa demande de clémence et qui a déterminé le périmètre d'une pratique et pratique pour laquelle il a obtenu un avis qui précise de façon très précise quel est le périmètre dans lequel l'autorité in fine lui donnera une réduction d'amende, eh bien, ce demandeur de clémence, dans le cadre de sa coopération, doit rester dans le périmètre à la fois de sa demande et dans le périmètre de l'avis. Et ça, c'est très clair, à la fois dans la décision
lessive et dans la décision commodité pour des raisons tout à fait différentes. Mais en tout état de cause, c'est bien ça l'idée générale. Alors, après, la question c'est, en tant que demandeur de clémence, est-ce que j'ai le droit quand même de contester quelque chose ? Il est évident que sur certains aspects de la qualification juridique, de l'imputabilité et bien entendu sur les déterminants de la sanction, le demandeur de clémence a toute latitude pour contester tel ou tel aspect des éléments retenus contre elle ou contre lui, par l'autorité. Donc situation quand même différente du demandeur de NCG. Alors, quelle traduction ensuite dans le niveau de l'amende ? Eh bien, effectivement, au cas d'espèce, je l'indiquais, moins 5 points, moins 10 points, mais toujours dans le cadre de la fourchette. Et ça a été validé aussi par la Cour d'appel, qui a constaté le caractère proportionné de la décision de l'autorité, qui a retiré un certain nombre de points à l'intérieur de la fourchette. Alors, ça peut aussi s'expliquer par le fait que, et c'est très clair aussi dans cette idée de proportion, que les deux cas d'espèce ne représentaient peut-être pas un degré de gravité extrême. Parce que peut-être qu'en cas de gravité extrême, l'autorité pourrait sortir de la fourchette. Alors, la gravité extrême en termes de manque de coopération, on le trouve dans un cas communautaire, qui est celui du tabac italien, Delta Fina, où là, effectivement, la commission, et ça vient d'être confirmé maintenant par la Cour de justice, a retiré le bénéfice de la clémence à une entreprise qui avait révélé avant les opérations de visite et saisie, enfin les inspections communautaires, sa demande de clémence à ses comparses dans le cadre d'une réunion, et qui par ailleurs n'en avait pas prévenu la commission. Et il est très clair dans l'arrêt du tribunal confirmé par la Cour que ces deux éléments ont pesé pour permettre à la commission, conduire la commission à retirer le bénéfice de la clémence. Donc c'est à la fois le fait d'avoir mis en péril les vérifications et le fait en plus de ne pas avoir prévenu l'autorité, la commission. Je me mélange les pinceaux parce que comme j'ai été un peu partout, voilà. Donc l'autorité, la commission. Donc on pourrait imaginer dans l'avenir qu'on puisse faire face à des cas de gravité extrême. Donc là, question, que se passera-t-il ? Et en particulier, que se passerait-il en termes de manque de coopération d'un demandeur de rang 1 ? En particulier, comme dans Delta Fina, de rang 1A, puisque là, les deux cas dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des demandeurs de rang 1B. Donc la situation pourrait être beaucoup plus délicate. Donc deux points également importants dans les dernières décisions. Donc, dans l'affaire des commodités chimiques, l'autorité a accepté le cumul des procédures de clémence et de NCG. Alors, avec un objectif principal qui est de dire je peux accepter ce cumul parce que j'ai un gain procédural global grâce à ce cumul, au fait que des entreprises supplémentaires viennent en NCG, puisque ça me permet d'avoir un volant d'observation moindre. Et dans l'affaire des commodités, et également dans le communiqué de procédure NCG, l'autorité a expliqué, a donné des exemples du gain procédural qu'elle pourrait obtenir, notamment quand le périmètre retenu par les griefs pourrait être différent de celui retenu que le périmètre de l'aide-vente de clémence ne correspond pas à celui des griefs. Alors, on avait eu une solution de ce type dans l'affaire des lessives, puisque une des parties avait révélé... alors, il n'y a pas eu de cumul, j'entends, mais on avait trouvé une autre solution, puisque l'une des parties avait révélé l'existence de l'infraction pour une durée... Alors, on va dire... Je dis une durée fictive pour ne pas permettre de viser l'entreprise, mais disons, l'entreprise vient dénoncer le cartel de 2008 à 2012, et puis l'autorité, elle, va considérer avec d'autres éléments qu'en fait, le cartel aurait commencé en 2005. Donc effectivement, on aurait pu considérer que l'entreprise n'était pas couverte pour 2005-2008, puisqu'elle n'avait rien demandé à cet égard. Bon, la solution qui a été retenue dans la décision lessive, c'est que finalement, la réduction de clémence a été appliquée pour cette entreprise sur toute la durée. Donc c'est une autre solution qui a été trouvée à ce moment-là. Donc on est dans l'affaire des lessives où le cumul n'est pas possible.
je vous le rappelle. Alors, dernier point, le statut des anciennes mères des demandeurs de clémence. Alors, ce point, je le précise, fait l'objet de recours de la part des 2 entreprises qui se sont trouvées dans cette situation. Alors, je rappellerai rapidement quelle est la solution qu'a retenue le collège et qui s'inspire donc de la pratique communautaire. Donc, la situation était la suivante. Des filiales et leur mère actuelle étaient venues déposer une demande de clémence, mais les pratiques avaient eu lieu antérieurement, à une époque où ces mêmes filiales étaient détenues par d'autres sociétés mères qui, elles, évidemment, n'ont jamais demandé la clémence. Donc, le raisonnement, c'est de dire il y a une unité économique qui est constituée par la filiale et sa mère actuelle qui formule la demande de clémence, et donc c'est cette unité économique-là qui peut bénéficier de la clémence. En revanche, l'ancienne unité économique constituée par cette même filiale dans le passé, détenue par une autre société mère, cette unité économique-là ne peut pas bénéficier de la clémence parce qu'elle ne l'a pas demandée. Dès lors, l'ancienne société mère, qui se retrouve isolée par rapport à la filiale aujourd'hui, ne peut pas bénéficier de la demande de clémence de son ancienne filiale. Alors, bon, le collège s'est effectivement basé sur la pratique de la commission validée à ce jour par le tribunal, pas encore par la Cour. Alors, effectivement, bon, j'ai vu des petits haussements de part et d'autre. C'est vrai que ça peut paraître assez brutal, en quelque sorte. Mais c'est alors, au-delà de l'aspect juridique, c'est d'une efficacité redoutable, puisque, en fait, ça demande à l'ancienne mère de la filiale de venir, en fait, dès qu'elle a connaissance du cartel auprès de l'autorité, et pas attendre le rachat par une autre, qui va découvrir le cartel et qui va venir dénoncer la clémence à l'occasion du rachat pour avoir un blanc-seing. Donc voilà, il y a quand même une idée de logique donc pro-clémence et pro-détection des cartels qui est très forte derrière, au-delà de l'aspect juridique lié à l'unité économique. Voilà, j'en ai fini. Bon, mais peut-être un peu débordé. C'est assez démoniaque, effectivement. Maintenant... Non, c'est angélique, c'est angélique. Nous avons quelques minutes pour un petit quart d'heure, peut-être pour les questions, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup. Alors, n'hésitez pas, madame. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez à chaque fois vous lever et donner votre identité et éventuellement votre activité? Merci. Patelou Monique, je tenais à vous remercier d'avoir organisé ce rendez-vous de l'autorité de la concurrence auquel je participe depuis plusieurs années. Je souhaitais m'adresser à Maître Michel Debrousse dans le cadre des missions d'audit qui vous sont confiées et pour mener à bien les investigations et contrôler la véracité des informations qui vous sont fournies. Pouvez-vous m'indiquer si vous avez été amené, lorsqu'un salarié a dénoncé certaines pratiques au sein de l'entreprise, vous avez pu procéder à une sommation interpellative, premièrement. Deuxièmement, dans le cadre de la disparition de documents, comme l'indiquait Madame Simon, destruction des documents volontaires ou, disons, modification des éléments informatiques, vous avez fait appel à des experts judiciaires pour rechercher le disque dur et la compilation, puisqu'on peut compiler plus de 100 fois. Merci. Alors, réponse rapide à ces deux questions. 1, non. 2, oui. Sommation interpellative, non. Ça peut éventuellement se présenter, mais je crois que ce n'est pas la meilleure façon. Il faut voir aussi comment se déroule un audit. Au départ, on ne sait rien ou presque rien. Dans certains cas, on soupçonne. Et justement, la plupart des fois où nous, avocats, sommes appelés, c'est lorsque la direction juridique ou la direction générale a soit des soupçons, soit s'apprête à céder une entreprise et décide de vider les écuries d'Origas avant. Et donc, au départ, on ne sait pas grand-chose. Donc,
Oui. Si vous avez une lettre de dénonciation signée avec photocopie de la carte d'identité d'un salarié qui dénonce et que vous l'avez sous les yeux, est-ce que vous procédez pour savoir s'il a eu une contrainte ou pas? Est-ce que vous procédez à une demande de sommation interpellative pour contrôler la véracité de l'attestation et qu'elle n'a pas été faite? Non, ça ne s'est pas présenté. Ça ne s'est pas présenté. Je ne suis pas sûr que ça corresponde au cas de figure le plus fréquent, puisque nous, on est mandaté par les directions juridiques et nous venons voir les employés. Et je n'ai pas été confronté à ce cas de figure que personnellement je ne pense pas être le plus fréquent, mais il peut se présenter. L'autre question portait sur les experts informatiques. La réponse est oui. Là oui, on a fait plusieurs fois, il y a des experts en forensic evidence, il y en a quelques-uns à Paris et beaucoup à Bruxelles, enfin il y en a, ça se trouve, hein, c'est des branches d'activité de grands cabinets d'audit qui font ça généralement. Et oui, on fait ce genre de choses pour extraire des données de vieux disques durs, parfois avec succès, parfois sans succès. J'ai le souvenir. Alors, il arrive qu'on ait des destructions physiques de disques durs, à coup de marteau, hein, pour être précis, ou que sais-je, ou n'importe quel autre moyen qui détruit physiquement l'appareil. Sinon, quelquefois, oui, on a trouvé des choses. Et il m'est arrivé une fois de tomber sur un expert informatique qui m'a dit « Là, je ne trouve pas, je ne trouve vraiment pas. Je trouve des traces d'un bruit. » Vous allez croire que c'est une obsession, je vais de nouveau parler de brouillard, mais une espèce de mixture de données, et il me dit, ça c'est quelqu'un qui a fait passer 3 ou 4 ou 5 fois un programme professionnel d'effacement, et on n'a plus rien trouvé. Mais oui, ça, on fait ce genre de choses, et il y a des prestataires qui... Et alors là, bien entendu, on a besoin dans nos dossiers de conserver le dossier d'intervention du technicien, le cas échéant, pour pouvoir démontrer à l'autorité qu'on a fait ce qu'on pouvait, mais que la pièce informatique n'existe plus. Ça, c'est vrai pour les disques durs. Pour tout ce qui est conservé en serveur, c'est différent. Mais souvent, dans des cas de cartel vraiment pur et dur, je dirais, les pièces informatiques sont conservées sur clé USB ou sur disque dur externe. On les trouve rarement sur les serveurs. Il y a beaucoup d'intrusions sur les clés USB. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez... Aussi bien, est-ce que l'autorité de la concurrence a la possibilité de désigner un expert judiciaire qui pourra contrôler s'il y a eu, disons, dans le cadre de la cybercriminalité, s'il y a eu intrusion? Alors, je ne suis pas un expert de la cybercriminalité, mais voilà. Nice. Non, mais en revanche, ce que je pourrais indiquer quand même, c'est que si jamais l'autorité était en mesure d'établir que l'entreprise, avant sa demande de clémence, a procédé à des destructions, là, c'est une des conditions de rejet de la clémence. Hein, puisque, notamment dans le communiqué de 2007, repris en 2009, il est très clair que c'est une des conditions principales de la coopération. Et donc une destruction de preuves, alors fût-elle même par maladresse, ça pourrait poser un problème au regard des obligations du demandeur de clémence. Donc, si vous faites systématiquement de la destruction de pièces, faites attention. Faites-le bien. Faites-le bien. Ou alors ne venez pas en clémence, sinon vous courez de grands risques. Donc il vaut mieux tout garder et venir en clémence. C'est la meilleure solution. Maître Debout va nous donner les adresses des experts. Oh, je suis sûr que l'autorité les connaît très bien, ces extraits. En plus. Ouais. En cas de fourniture de documents erronés, tronqués, etc. En plus. Oui, il y a une question là. Merci. André Coutrelis. Je voudrais, sur base du brouillard de M. Debroux, continuer simplement à ajouter que malheureusement, ce brouillard, nous l'avons vu entretenu par un avocat, ou des avocats, mais en tout cas, nous, on n'en a vu qu'un seul, et c'était à la délégation des barreaux de France, qui, pendant toute une conférence, s'est appliqué, et je dis bien s'est appliqué, à ne jamais utiliser le mot clémence. Il a toujours parlé de délation. Donc, je déduis que dans ces cas-là, on devrait peut-être commencer nous-mêmes par nettoyer devant notre porte et ne pas permettre que dans notre vicinité, un avocat, ou quiconque d'ailleurs, puisse utiliser le mot de délation
en s'appliquant à ne jamais utiliser le mot clémence, parce que, pour moi en tout cas, c'est de la désinformation. Merci. Dont acte. Non. Est-ce qu'il y a une question? Oui, alors Question, parce peut-être- qu'il y a pas mal de sujets qui n'ont Oui. n'ont pas été abordés. Non, mais peut-être pour réagir, non pas sur ces déclarations dans le cadre d'une réunion particulière, mais puisque vous avez utilisé vous-même l'idée, évoqué le fait que c'était difficile en France, et c'est sans doute une des spécificités. Non, attends, je sais, il y a d'autres pays aussi. Mais la commission nous dit que, en règle générale, il y a, Marisa le reprécisera, mais nous dit de façon très régulière qu'il y a au moins 2 pays qui ont ce problème quasiment culturel, l'Italie et la France. Bon, peut-être qu'elle en connaît d'autres, elle vous le dira, mais en tout cas, ces deux-là reviennent de façon très régulière. Alors, et effectivement, en France, moi, j'ai participé, quand j'étais à la commission, aux premières réflexions sur le communiqué de 96, donc vous voyez, c'est plus de 10 ans là. Et effectivement, les premiers retours qui sont venus de France, c'était, oh là là, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui revient, c'est la délation, etc. Et donc, il a fallu leur expliquer qu'il ne s'agissait pas de délation, de dénonciation, mais essentiellement de repentance. Mais cette idée-là, manifestement, ne rentre pas dans les esprits français, alors peut-être non plus dans les esprits italiens. Si, les repentis, si. Ils ont les repentis, oui, c'est vrai, ils ont les repentis, mais peut-être qu'ils sont aussi maltraités que les demandeurs de clémence. Donc, effectivement, c'est cette idée qui... Alors, évidemment que quand vous venez comme repenti, vous dénoncez les autres, ça c'est clair. Mais au départ, c'est bien parce que vous avez participé vous-même à l'infraction que vous venez. Et c'est bien une des conditions de recevabilité de la clémence. C'est pas de la dénonciation comme on l'entendait à une certaine période de notre histoire. Vous avez une question? Ça montre que le débat reste vif quand même. C'est d'autant moins de la délation, comme dit M. Cuviat, qu'en plus, quand on fait de la clémence, on ne sait pas forcément si on est rang 1 ou rang 2, donc on prend un risque en plus. Donc on ne se contente pas de dénoncer les autres. Je souscris à 100% à ce que vous dites. Non, moi j'ai une question tout à fait différente, très concrète, qui peut se poser. Est-ce qu'il est déjà arrivé que le cartel s'entende tellement bien qu'il va jusqu'au bout de décider ensemble d'y mettre fin et où tout le monde arrive en même temps Est-ce qu'à ce moment-là, tout le monde a droit au rang 1 ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? D'abord, est-ce que ça arrive ? Ça a été traité par la commission, il me semble, qui a dit clairement que tout le cartel ne peut pas déposer ensemble une demande de clémence. Alors, lequel on prend dans ce cas-là ? On rejette tout le monde ? Le premier. Eh oui. Micro. Micro. Est-ce qu'il y a un micro ? Non, on vous en apporte un. C'est-à-dire, je travaille à la direction des cartels à la commission. Et on a eu une affaire espagnole, vous entendez mon accent, donc c'était l'affaire du tabac espagnol. Et après avoir fait les inspections, ils sont venus, disons, groupés, ils ont essayé de venir groupés comme des bons copains pour avoir la clémence. Et donc, ça a été refusé effectivement dans cet ordre, parce que la clémence implique une course entre les entreprises pour donner le mieux possible et pas de se mettre d'accord, encore une fois, sur la manière comment ils vont s'en sortir. C'est très beau. Je vais juste dire une petite chose sur les spécificités françaises ou pas françaises. Je ne peux pas rentrer dans les détails historiques, mais je pense que ce n'est pas une spécificité française, même pas seulement italienne ou française. Je pense qu'en Espagne et dans d'autres endroits, ça se passe aussi. Et souvent, ils se retrouvent dans la situation qui a été décrite auparavant, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises internationales qui sont plus habituées à demander la clémence et qu'alors ils vont aussi devant les autorités nationales. Et alors, ce sont les entreprises, petites et moyennes entreprises qui sont plus précaires. Mais je pense qu'il y a un facteur qui n'a pas été évoqué dans la discussion avant, et c'est la seule chose que je veux dire pour ne pas accaparer la discussion. Et on a parlé beaucoup de balance entre les coûts et les bénéfices de venir dénoncer le cartel ou de participer dans le cartel. Et là, on pourrait parler longuement, mais je veux aussi attirer l'attention sur quelque chose qui est très pratique et qui est très réel pour les entreprises françaises, espagnoles, italiennes, hongroises.
c'est que lorsque tu es une petite ou moyenne entreprise et tu es dans un marché, sauf si tu ne produis qu'une seule chose, qui est très bizarre que ce soit le cas, normalement, tu as à voir dans ces marchés avec des grandes entreprises qui sont toujours tes partenaires. C'est-à-dire que quoi qu'il soit les coûts-bénéfices de dénoncer ce cartel concret, les gens tiennent compte aussi du fait qu'ils vont continuer à voir pendant toute leur vie en tant qu'entreprise, ces autres entreprises comme partenaires. Et donc, ça joue un rôle important de décider de dénoncer ou pas dénoncer, qui n'est pas un coût-bénéfice concret, à part le fait qu'il y a des liens personnels très étroits parfois entre les personnes. Donc, c'est toute la politique d'incentive de la clémence doit aussi tenir compte de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent s'en sortir ou qu'on va bien voir que ce sont des bonnes raisons pour ne pas venir pour la clémence. Parce que ça, c'est une question morale que peut-être on en parlera plus tard. Mais bon, c'est pour dire que c'est beaucoup plus complexe que les réseaux des raisons pour lesquelles on a juste vu maintenant ce cartel concret, cette situation concrète. Mais c'est beaucoup plus complexe la réalité et on est au courant de ça. C'est ce que j'avais mentionné, c'est que quand on est partenaire également, c'est beaucoup plus compliqué d'y aller. Tout à fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de clémence jusqu'à présent dans les appels d'offres ou dans les marchés publics. Je pense qu'il n'y en aura pas d'ailleurs, à cause des risques de représailles. Ouais. Oui, peut-être juste une question sur le taux de réduction maximum en rang 2. Jusqu'à présent, ça a été 35%. Ça peut aller jusqu'à 50%. Est-ce que l'autorité doit... Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que souvent ces 35%, c'est pas assez motivant, c'est pas assez incitatif. Est-ce que l'autorité pense pouvoir aller au-delà ? Alors, un geste. Oui, elle pense pouvoir aller au-delà et elle peut effectivement aller au-delà. La raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui... Alors, évidemment, le problème, c'est qu'il y a des décisions en cours qui pourront peut-être montrer qu'on va au-delà. C'est un peu difficile d'en parler comme ça, mais en tout état de cause, il faut quand même bien voir, et c'est bien précisé dans les décisions dont j'ai parlé tout à l'heure, que le taux de valorisation est quand même lié à la réalité de la valeur ajoutée des pièces. Et pourquoi on n'est pas allé jusqu'à présent au-delà de ce seuil de 35%, sachant que même le 35% c'est un seuil amélioré en fin de parcours, c'est tout simplement parce que dans toutes ces affaires, la valeur ajoutée réelle des pièces transmises n'était pas suffisante pour permettre d'abord au service d'instruction de proposer dans le rapport et ensuite au collège de décider d'aller au-delà de 30 au cas d'espèce pour les produits sidérurgiques ou bon, les autres c'est pas plus de 30 non plus. Alors après se pose une autre question parce que là je parle du premier demandeur de rang 2. Évidemment se pose aussi après la question des autres demandeurs de rang 2 qui souvent considèrent être trop peu rémunérés. Bon, je pense en particulier donc à Univar dans l'affaire des commodités qui a redemandé en séance une réévaluation du haut de la fourchette. Le collège a considéré que la valeur ajoutée des pièces transmises par rapport à l'ensemble de l'infraction retenue n'était pas suffisante pour aller au-delà. Donc, encore une fois, aller jusqu'à 50, et même le texte dit en principe, donc on pourrait même imaginer d'aller au-delà de 50. Donc il n'y a pas de vrai plafond de verre. En fait, ça dépend de la contribution du demandeur. Et là, je pense que peut-être que tout à l'heure, on en reparlera dans les évolutions possibles. Donc il y a toute une dialectique entre le rang d'arrivée et la valeur ajoutée des pièces. Mais il faut quand même être conscient que la valeur ajoutée des pièces, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui permet justement d'établir l'infraction. Donc... d'une certaine manière, effectivement, quelqu'un qui vient en clémence et qui a tout détruit, eh bien, va avoir des difficultés pour apporter des éléments matériels qui vont lui permettre de solliciter 40-50%. Alors, on accepte de bien rémunérer aussi des explications sur le fonctionnement du cartel, etc., même avec quelquefois des pièces qui ont une valeur ajoutée relativement faible, on exige toujours des pièces. Mais encore une fois, pourquoi on en est là ? C'est parce que les entreprises n'apportent pas d'éléments suffisants. Alors, en particulier quand on est en rang 2 et que des OVS ont déjà eu lieu, évidemment,
l'autorité dispose également de beaucoup d'informations. Et la demande de clémence peut apporter des explications, peut apporter quelques éléments complémentaires, mais ça va être difficile à ce stade de rémunérer très fortement l'entreprise. Au moment de la bourse, il est 11h, et vous avez décidé de donner 35% de remise dans le cadre de la clémence. Est-ce que sur le prospectus, pour les sociétés cotées, elles doivent immédiatement en faire part? De la décision, oui. L'avis de clémence, il est confidentiel. L'avis. Non, vous parlez de la décision, c'est ça? Oui, vous parlez de quoi? De l'avis ou de l'avis? Ah non, l'avis, c'est un acte provisoire. L'entreprise, elle est tenue quand même d'en parler. Mais non, parce que de toute façon, on ne sait pas si elle aura 35. Oui, mais si elle a 35. Ah non, Après, elle n'aura peut-être pas 35. Par exemple, ses conditions de coopération n'auront peut-être pas été bonnes. Elle n'aura peut-être que 15. Et la décision finale... la décision, elle est publique. Elle est publique. Puis les communiquer à l'entreprise toujours un petit peu avant. Bon, je vois l'heure qui passe. Je suis chargé de faire respecter l'heure. Joël, vous avez un... Oui, juste peut-être une information. D'après ce que l'on m'a dit, les Polonais ont fait preuve d'une grande créativité puisqu'ils ont adopté le 10 juin, donc il y a quelques jours, une loi qui modifie le programme de clémence. Et au terme de cette loi, chaque membre d'un cartel qui viendrait d'être dénoncé pourrait bénéficier d'une réduction d'amende allant jusqu'à 30%, même s'il n'avait pas participé à la procédure, s'il dénonçait à son tour une autre entente à laquelle il a participé. Donc vous voyez, il y a de la créativité en matière de... C'est le leniency plus américain, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Autrement, nous allons clôturer ce panel. Non, vous n'avez... Ça ne pose aucun... C'est clair, il n'y a pas de brouillard. Il n'y a plus de brouillard. Je remercie le panel d'excellentes présentations.